Il s'agit sans doute de la plus vieille affaire criminelle dont la justice française est encore saisie, l'affaire Ben Barka. La semaine passée, M. X a détaillé le mécanisme du piège dans lequel le leader marocain et tiers-mondiste Mehdi Ben Barka devait tomber. Un bref rappel pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas à l'écoute. Pour l'attirer à Paris et procéder à son enlèvement, on a fait miroiter à Ben Barka un projet de film sur un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, la décolonisation. Un metteur en scène connu, un journaliste et une scénariste non moins célèbre, Marguerite Duras, ont été pressentis. Mais tous ignorent le rôle qu'on leur fait jouer. Quant au producteur, il s'agit d'un nommé Figon, un curieux personnage qui fréquente à la fois le milieu et les cercles germano-pratins. Mais lui, à la différence des autres, agit en toute connaissance de cause. Derrière cette machination se trouve un agent des services secrets marocains, Chtouki, un honorable correspondant du SDEC, Antoine Lopez, et son officier traitant, le roi Finville, un avocat gaulliste proche des milieux barbouzards et mentor de Figon, Maître Le Marchand, et un carteron d'authentiques truands. Sans compter 2 policiers français, Souchon et Voiteau, qui usent de leur carte tricolore pour interpeller Ben Barka devant le drugstore de Saint-Germain-des-Prés et l'enlever. Mais, bien sûr, les véritables instigateurs du rapt étaient marocains. Oufkir, le ministre de l'Intérieur, et son adjoint Dlimi, 2 fidèles du roi Hassan II, dont on n'imagine pas qu'ils aient pu agir sans avoir reçu l'aval de leur maître. Revenons donc à ce 29 octobre 1965. Mehdi Ben Barka, confiant, vient de monter dans la voiture de service des policiers Souchon et Voiteau. Il pense qu'on le conduit à un rendez-vous avec une importante personnalité française. Et, d'après M. X, il s'agit sans doute de l'un des secrets de cette affaire. En fait, Ben Barka ne va pas tarder à le comprendre. Il est emmené dans la maison de campagne d'un truand, Georges Bouchesèche. Autant le dire tout de suite, à partir du moment où Mehdi Ben Barka pénètre dans la propriété de Bouchesèche, située dans l'Essonne, au sud de Paris, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a quand même eu quelques témoignages, celui de Figon par exemple. Comment faire confiance à ce mythomane ? Antoine Lopez aussi a donné quelques détails. Mais il a surtout veillé à atténuer sa responsabilité et à donner plusieurs versions contradictoires. Quant à ce pseudo-agent secret marocain, Ahmed Boukari, qui publiera en 2001 un récit de la mort de Ben Barka et de la disparition de son corps dans un bain d'acide, il a largement affabulé. Et surtout, il a cherché, en embrouillant les pistes, à dédouaner les services de Rabat. Alors, conclusion, ne sait rien. On en est réduit à bâtir quelques hypothèses plus ou moins crédibles. Aussi, je ne vais pas m'aventurer trop longtemps sur ce terrain. Mais si malgré tout, on veut essayer de comprendre, il faut avoir en tête l'idée première des ravisseurs et donc de leur commanditaire. Ouais. L'enlèvement de Ben Barka et son transfert clandestin au Maroc. C'est ça. Ouais. Et à noter qu'en échafaudant ce plan, les Marocains se sont inspirés de l'opération conduite par les Israéliens lorsqu'ils ont capturé Eichmann en Argentine. C'est si vrai qu'ils ont vraisemblablement demandé au chef du Mossad de leur donner un coup de main. Ah ouais. Et celui-ci aurait répondu positivement ? Selon des sources israéliennes, oui. Le Mossad aurait même proposé aux Marocains de mettre à leur disposition un appartement qui aurait servi de planque en attendant le transfert de Ben Barka. Enfin, je poursuis. Par conséquent, dans ce plan, il n'est pas question de tuer l'opposant historique du roi Hassan II, mais de le transférer vivant au Maroc. Où le pouvoir pourrait le tenir prisonnier avant éventuellement de l'utiliser au mieux des intérêts du roi. Or, quelque chose va clocher dans ce scénario. J'en veux pour preuve le fait que Dlimi, l'adjoint du général Oufkir, puis ce dernier en personne, vont soudain éprouver la nécessité de venir en France dès le 30 octobre et d'être conduits dans la villa de Bouchesèche, là où Ben Barka est retenu. Et ces déplacements vous étonnent ? Oui, parce qu'ils auraient pu attendre tranquillement à Rabat que Ben Barka leur soit livré. Donc, pour reprendre votre expression, là,
c'est que quelque chose a cloché. Mais quoi? On ne peut que faire des suppositions. La première, c'est qu'en ayant drogué Ben Barka pour le faire tenir tranquille ou pour le préparer à son voyage clandestin, un incident s'est produit. Ben Barka n'aurait pas supporté ce traitement. Et il se serait trouvé mal. Et comme il n'était pas question de faire appel à un médecin... Deuxième supposition. Ben Barka, ayant compris qu'il avait été berné, se serait rebellé. Et les 4 truands chargés de le garder auraient employé les grands moyens pour le calmer. Et là aussi, ça serait mal passé. Mais pourquoi pas? Il faut noter que parmi les Marocains qui vont se rendre chez Bouche-Sèche se trouve un policier, Al-Hasni, qu'on nomme l'infirmier. L'infirmier. Et ça vous intrigue? Oui, hein? oui, quel était son rôle? Soigner un Ben Barka mal en point ou lui administrer une drogue? Ben, on a dit aussi que Dlimi et Oufkir seraient venus en France pour torturer Ben Barka. Et le faire parler, oui, je sais. Il fait nul doute que tous les deux savaient y faire et avaient déjà une solide expérience en la matière. Mais pourquoi torturer Ben Barka en France, alors qu'au Maroc, ils auraient pu le faire en toute tranquillité? Si vous le dites. Enfin, à moins que Ben Barka était moribond et donc intransportable. En dernière extrémité, Oufkir se serait déplacé pour lui extorquer ses derniers secrets. Ce n'est pas impossible. Et on a fait le rapprochement avec un bref déplacement qu'Oufkir a effectué tout de suite après s'être rendu chez Bouche-Sèche. Et où est-il allé alors? À Genève. Genève, où, je vous le rappelle, Ben Barka résidait habituellement quand il ne se trouvait pas au Caire. Genève, où, selon certains de ses proches, il louait un coffre où il rangeait ses dossiers les plus confidentiels. Alors, si je vais jusqu'au bout de votre idée, Oufkir, en torturant Ben Barka, aurait pu lui extorquer le numéro de son coffre. Et donc s'emparer des papiers de Ben Barka. Or, dans ces dossiers, il y avait certainement une mine de renseignements très intéressants. Ouais, et pour qui? La CIA en particulier. Ben Barka était en relation avec un homme que les Américains suivaient avec attention. Qui? Che Guevara, qui se trouvait déjà en Amérique du Sud, où il tentait d'implanter des guérillas anti-impérialistes. Bon, n'allons pas plus loin, même si je suis à peu près certain que la CIA n'a pas dû être mécontente de constater que le leader tiers-mondiste Ben Barka avait été éliminé. Donc, pour les circonstances de la mort de Ben Barka, on ne peut pas aller plus loin. Pour l'instant, en tout cas. Car on peut toujours espérer que l'enquête du juge d'instruction Ramael puisse enfin déboucher sur la vérité ou une partie de la vérité. À condition qu'il puisse entendre les rares témoins encore vivants. Vous avez raison, mais n'allons pas trop vite. Nous verrons cela un peu plus tard. Et même ignorance quant à la façon dont on a fait disparaître le corps. Non. Non, là, on peut avancer des pistes un peu plus sérieuses. Enfin, un petit peu de patience, Monsieur Pénaud. En attendant, revenons à cette fin octobre 1965. Mehdi Ben Barka a été enlevé le 29. Toutefois, sa disparition ne devient publique que le 31, un dimanche. Et qui est à l'origine de cette annonce là? La famille de l'opposant marocain qui, inquiète, dépose une plainte à la préfecture de police. Mais c'est le long week-end de la Toussaint et rien ne bouge, à l'exception, si j'ose dire, du gangster Bouche-Sèche qui, très prudemment, a pris un avion pour le Maroc dès le 1er novembre. Ah ouais. Pourtant, il y a au moins un service où l'on dispose d'informations précises, c'est le SDEC. Naturellement. Lopez, l'homme d'Air France, a tenu régulièrement au courant son officier traitant, le roi Finville. Il lui a même dit qu'il avait réceptionné Oufkir à Orly et qu'il l'avait conduit dans la villa de Bouche-Sèche. Ouais. Mais est-ce que le roi Finville a fait remonter ces informations à la direction du SDEC? Ça, c'est autre chose. Et pourtant, assez vite, à la préfecture, on sait que le SDEC, d'une façon ou d'une autre, est mêlé à l'affaire. Comment alors? Le commissaire des renseignements généraux Caille, proche de l'avocat Lemarchand, est très précisément informé. Il sait, en particulier, que le protégé de Lemarchand, Figon, a joué un rôle notable. Et il a rendu compte à sa hiérarchie dès le 1er novembre. On a donc l'impression que beaucoup de gens sont au courant, mais qu'on se garde d'agir. C'est en effet ce qui apparaît. Or, et cet extravagant Oufkir, de retour de Genève, se trouve à Paris, où il doit même participer à quelques réunions officielles franco-marocaines. Il aurait donc été possible de l'entendre. Oui, car il ne rentrera au Maroc que le 4 novembre. Donc, on s'est bien gardé de l'interroger. Et pourtant, nul ne l'ignore, le général de Gaulle est entré dans une violente colère quand on lui a appris que Ben Barka avait été enlevé et que des agents de l'État étaient compromis dans l'affaire. Il a même fait, à sa fureur,
au cours du Conseil des ministres du 3 novembre. Et pour lui, déjà, il n'y a aucun doute. C'est Hassan II qui a tout organisé et qui lui a donc gravement manqué en faisant procéder à cet enlèvement sur le sol français. Un véritable affront. Et le général aura des mots très durs pour ce petit roi qui doit tout à la France et d'abord son trône, ce Jean Foutre, comme il l'appellera. Oui, et il en tirera aussi des conséquences sur le plan intérieur. Quelques têtes vont tomber. La colère du général est d'autant plus vive qu'il se trouve personnellement à la croisée des chemins. Il doit décider s'il sollicite un second mandat présidentiel. Et le 4 novembre, il apparaît à la télévision. Il sera candidat. L'élection doit avoir lieu au mois de décembre. Et cette affaire Ben Barka a sans doute été pour lui une sorte d'électrochoc. De Gaulle veut aussi rester au pouvoir pour régler quelques comptes. Et il s'en expliquera un peu plus tard, quand il évoquera la responsabilité des revanchards. Et quel revanchard! Des nostalgiques de Vichy et de l'OAS. Dans les services, il existait des clans, des factions, des gens qui n'avaient jamais pardonné à De Gaulle et qui étaient prêts à se venger à la première occasion. Et qui se seraient saisis alors de cette affaire Ben Barka? Oui. Ils ont tellement bien agi qu'ils ont tout embrouillé et qu'ils ont surtout fait en sorte que les informations concernant Ben Barka ne parviennent pas au sommet de l'État, et donc que cet État apparaisse comme coupable. Au moment où se profilait l'élection présidentielle, c'était forcément grave. Quoi qu'il en soit, De Gaulle va porter ses premiers coups contre le Maroc. Il exigera le limogeage d'Oufkir et sa comparution devant la justice française. Mais Hassan II se gardera bien de lui donner satisfaction. Rendez-vous avec X. Témoin privilégié de la colère du général de Gaulle, Jacques Foccart, qui voit ce dernier chaque soir pendant un quart d'heure. Il raconte. Le lendemain du suicide, selon la version officielle, du témoin numéro 1 et indicateur de police Figon, le général m'entretient longuement de cette affaire Ben Barka. Il est furieux de l'implication de policiers et d'agents du SDEC. Sans attendre, il veut sanctionner le ministre de l'Intérieur et le patron du SDEC. Le général Jacquier sera destitué dès le lendemain et remplacé par le général Guibault. Quant à Roger Frey, ministre de l'Intérieur, dont je sais que l'implication n'a aucun fondement, je préviens immédiatement Pompidou. Le Premier ministre obtiendra qu'il soit maintenu dans ses fonctions. La mission de Guibault, précise le général de Gaulle, sera de remettre de l'ordre dans la maison et de mettre au pas tous les zigotos civils. Ce texte est extrait de l'ouvrage d'entretien entre Jacques Foccart et Philippe Gaillard, paru chez Fayard. Louis Zollinger, le premier juge d'instruction saisi à la suite de la plainte contre X, déposée par la famille Ben Barka, est un magistrat résolu. Mais il faut bien dire qu'on ne lui facilitera pas la tâche, tant les divers comparses de l'affaire vont mentir et multiplier les déclarations contradictoires. Ouais. Et si je me souviens bien, là, les divers services impliqués, SDEC, renseignements généraux, police judiciaire, ne donneront guère l'impression de vouloir aboutir à une vraie recherche de la vérité. Vous avez raison. Tous cherchent à se défiler, à embrouiller un peu plus un dossier déjà suffisamment touffu. Dans sa fameuse conférence de presse, là, au début 66, De Gaulle parlera d'une affaire à la Belphégor. Belphégor, qui est alors une série à succès sur l'unique chaîne de télévision. Oui, il y a de ça, tant tous les protagonistes se cachent les uns derrière les autres. Le meilleur exemple de ces cafouillages, pas tout à fait innocents, c'est la cavale de Figon. Le juge Zollinger a vite compris que le voyou était l'un des personnages principaux du drame. Il a donc très envie de l'entendre au plus tôt. Oui, mais Figon est en cavale. Hein. Introuvable, disent les policiers, mais pas pour tout le monde. Figon donne même des interviews et continue à fréquenter ses proches. Vous pensez donc qu'on aurait pu lui mettre la main dessus? Je le crois. Et quant à la mi-janvier, à la suite d'un mystérieux coup de téléphone, il est localisé. On ne trouvera que le corps d'un homme qui s'est apparemment suicidé. Alors que la police venait de cerner son appartement. Hein. Et ça a donné lieu à tous les soupçons. Ouais, à commencer par l'hypothèse d'un assassinat maquillé en suicide. Un scénario digne de Gaston Leroux et de son mystère de la chambre jaune. Exactement. Et votre avis alors? Je vais sans doute vous décevoir, mais je crois à la version du suicide. Mais un suicide
peut-être provoqué. Que voulez-vous dire là? Georges Figon, qui, je vous le rappelle, avait passé de longues années en prison et en hôpital psychiatrique, redoutait par-dessus tout d'y retourner. Et il avait prévenu ses proches. Il mettrait fin à ses jours plutôt que d'être à nouveau enfermé. Alors voilà comment je vois les choses. L'homme qui connaît sa planque, et celui aussi qui a sans doute téléphoné à la police pour dire où Figon se cachait, prévient ce dernier. Tu vas incessamment être arrêté. Et Figon, quand il entend les policiers frapper à sa porte, décide d'en finir. Et avez-vous une idée de l'identité de cet homme qui aurait donné Figon et l'aurait donc, selon votre théorie, poussé à se donner la mort? Oui, mais même si cet homme est aujourd'hui décédé, je ne peux vous donner son nom. Toutefois, quand vous saurez que c'était un familier de Figon, qu'il avait tout à redouter de ses éventuelles confidences à la justice, je pense que vous pourrez assez aisément l'identifier. Un avocat proche du milieu des barbouzes, peut-être? Je ne vous ai rien dit. Il n'empêche que nombreux sont encore ceux qui ne croient pas à la version du suicide. Je sais. Et c'est vrai que la disparition de ce témoin capital était troublante, mais au fond, que Figon ait été poussé au suicide ou qu'il ait été éliminé, le résultat est là. Cet homme qui en savait trop ne parlerait plus jamais. Et c'était l'essentiel. Alors si vous le voulez bien, avançons un petit peu. Malgré les obstacles qu'il a rencontrés, le juge Zollinger a pu boucler son dossier. Le procès s'ouvre en avril 1966. Oui, mais dans le box, il n'y a que les inculpés mineurs. Les deux policiers qui ont interpellé Ben Barka, Lopez et son officier traitant du SDEC, Leroy Finville. Mais aucun Marocain. Ni les 4 truands qui ont participé à l'affaire et ont tous trouvé refuge au Maroc. Mais, vous le savez, ce procès doit être interrompu après l'arrivée surprise d'un témoin essentiel, Glimy. Oui, Glimy, l'adjoint d'Oufkir, qui accepte donc enfin de comparaître devant la justice française. Il y aura donc un deuxième procès. En juin 1967, oui. Et le verdict final est bien curieux. À l'exception du policier, Souchon, et d'Antoine Lopez, tous les accusés présents dans le box sont acquittés. Y compris Glimy, donc. Or, son patron, Oufkir, si je me souviens bien, est condamné, lui, par contumace, à la réclusion à perpétuité. Et ça me semble parfaitement illogique, car ils se trouvaient ensemble en France après l'enlèvement. Ouais, chez Bouche Sèche, là. Alors si l'un est coupable, l'autre l'est forcément. Et les truands Condamnés eux aussi par contumace à la perpétuité, de même que le mystérieux Stouki. L'agent secret marocain qui a été l'artisan du piège, il faut le rappeler. Par conséquent, la séquence proprement judiciaire de l'affaire Ben Barka semble terminée. Très provisoirement, car en 1975, pour éviter la prescription du dossier, le fils de Ben Barka, Bachir, dépose une nouvelle plainte pour assassinat et complicité d'assassinat. Ouais. Et un nouveau juge d'instruction est saisi. Donc. Et je peux vous le dire tout de suite, puisque la plainte court toujours, 7 magistrats auront ensuite à connaître ce dossier. Ouais. Et pour ouvrir un dossier, il faut faire état de faits nouveaux. Vous avez raison. Et en l'occurrence, en 1975, ces faits nouveaux ne manquent pas. Quoi, par exemple là? Il y a d'abord les récits publiés par les condamnés, libérés depuis, Lopez et Souchon. Dans leurs ouvrages, ils donnent de nouvelles versions des événements. Il y a aussi la mystérieuse disparition des 4 truands français qui étaient partis se réfugier au Maroc. Enfin, ça, j'y reviendrai. Enfin, il y a une curieuse photocopie qui a été trouvée dans la serviette de Figon après sa mort. Un questionnaire. Questionnaire destiné à qui? À Ben Barka. Ou plutôt à ceux qui devaient l'interroger après son enlèvement. Un questionnaire qui, selon d'aucuns, aurait été rédigé par Maître Lemarchand, ce qu'a démenti l'avocat malgré une expertise graphologique positive. Et oui, ça signifierait que cet avocat, proche de Figon, aurait joué un rôle notable dans l'affaire. Et peut-être même principal. Donc, pas seulement celui de protecteur et d'avocat de Figon. Quoi qu'il en soit, il y a là de quoi réveiller une justice qui donne l'impression de s'être assoupie et qui, en tout cas, ne semble guère désireuse d'aboutir. Aucun ministre de la Justice, malgré les promesses adressées personnellement par le général de Gaulle à la mère de Ben Barka, n'a tenté de faire exécuter le mandat d'arrêt international diligenté contre le général Oufkir. Mais en 1975, Oufkir est mort depuis 3 ans. Un prétendu suicide après un putsch raté. Mais c'est fou le nombre de gens mêlés à l'affaire qui vont trouver la mort dans des circonstances curieuses. Glimy aussi mourra en 1983, officiellement dans un accident de voiture. Ouais. Autant de témoins qu'on aurait voulu éliminer. Ça y ressemble, non?
Mais je reviens à ce que je disais, la réouverture du dossier. Une réouverture virtuelle, car les juges qui héritent du dossier n'avancent guère. Et en haut lieu, on n'a pas très envie d'envenimer nos rapports avec le Maroc, qui, la colère de Gaulle étant oubliée de plus belle lurette, sont à nouveau au beau fixe. Cependant, quand la gauche arrive au pouvoir en 1981, la famille de Ben Barka se remet à espérer. Que peut-elle en attendre ? La déclassification de documents qui doivent dormir dans les archives, celle du SDEC en particulier. Ouais, le SDEC devenu DGSE. Et effectivement, le Premier ministre, Pierre Mauroy, autorise la levée du secret. Résultat ? Rien. Il en sera de même en 1999, lorsque Lionel Jospin, à son tour, donnera les mêmes consignes. 1999, en fait, c'est aussi l'année de la mort de Hassan II. Et on aurait pu penser que la disparition du roi aurait levé un certain nombre d'obstacles. Eh bien non. Alors comment l'expliquer ? Il n'y a que deux possibilités. Ou bien les documents du SDEC, s'ils ont existé, ont disparu. Ou alors les services secrets, État dans l'État, se refusent à obéir. Mais si longtemps après les faits, que craindrait-il ? Eh bien, il faut croire que malgré les années qui ont passé, la révélation de la vérité pourrait être encore gênante, parce qu'il s'agit d'une affaire d'État. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Sans déflorer la suite du récit de Monsieur X, j'extrais de la conclusion du livre de Jacques Desrogies et Frédéric Ploquin, ils ont tué Ben Barka, ces quelques lignes. Après l'enlèvement, la complicité de l'appareil d'État est plus importante encore. Tout laisse à croire que la police avait en effet assez d'éléments pour mener rapidement l'enquête à son terme. La volonté du général de Gaulle, comme celle de son ministre de l'Intérieur, Roger Frey, était d'escamoter les informations dont il disposait. Délibérément, l'enquête policière a ignoré plusieurs pistes, un certain nombre de raisons à cela. Il fallait ménager le pouvoir marocain, en évitant notamment d'identifier le fameux Chtouki. Il convenait aussi de laisser filer les truands mêlés à l'opération et de couvrir Georges Figon, considérés comme de véritables bombes à retardement à cause des secrets dont ils avaient connaissance. Des policiers comme Jean Caille, pilier des renseignements généraux et fidèle du régime, ont parfaitement compris le message. La justice apparaissant paralysée, au moins jusqu'en 2004, année où un nouveau juge d'instruction se saisit du dossier. D'autres acteurs se manifestent. Et ici, je pense aux journalistes. L'un, en particulier, votre confrère de France 3, Joseph Tual, qui, sans relâche, enquête sur l'affaire Ben Barka, sans toujours être suivi ou encouragé par ses hiérarchies successives. Mais qu'a-t-il découvert, lui, alors ? Au début des années 90, il fait une rencontre essentielle, celle de trois frères, les Bourekat, qui viennent d'être libérés après avoir été longtemps emprisonnés au Maroc. Des opposants. Ou considérés comme tels par la monarchie. En tout cas, dès qu'ils ont recouvré la liberté, ils sont partis pour la France. Où Toile a donc pu les rencontrer. Et recueillir leurs témoignages, oui. Et ceux-ci vont se révéler particulièrement importants. Mais quel rapport entre ces trois frères-là et l'affaire Ben Barka ? Ils ont séjourné dans la même prison que les truands français qui ont servi d'hommes de main lors de l'enlèvement de Ben Barka. Bouche sèche, là, et les autres. 3 d'entre eux, le 4e gravement malade ayant été hospitalisé. Donc c'est ainsi qu'on apprend finalement quel sort a été réservé à ces gangsters qui avaient fui la France tout de suite après l'enlèvement. Oui, et on ne savait pas exactement ce qu'ils étaient devenus. Les frères Bourekat révèlent donc que 3 de ces truands ont été mis au secret dans la prison où ils étaient eux-mêmes détenus au début des années 70. Une prison très spéciale. Et pourquoi là ? Parce qu'il apparaît que le roi du Maroc disposait d'un lieu de détention ultra secret situé au cœur même de Rabat et répondant au nom de code PF3, PF pour point fixe. Cette prison accueillait donc des détenus emprisonnés sur ordre personnel de Hassan II. Ouais, une prison privée en somme. Oui, c'est à peu près ça. Les frères Bourekat auraient eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises avec ces 3 gangsters. Et ils auraient ainsi appris une information de première importance. La tête de Ben Barka aurait été enterrée dans le terrain de cette prison, un endroit où les sbires de Hassan II avaient l'habitude d'inhumer les dépouilles de leurs victimes. D'ailleurs, c'est là aussi
qu'ont été vraisemblablement enterrés les 3 truands après leur exécution qui aurait eu lieu en 1973. Et d'après vous, alors, ces révélations sont-elles crédibles ? Les frères Bourekat sont des gens sérieux qui ne semblent pas atteints de mythomanie. Oui, mais toutefois, comment accréditer leur témoignage ? C'est en effet la question principale. Et Tual va s'acharner à essayer de situer cette prison secrète, le PF3. Afin d'accréditer au moins en partie le récit des frères. Évidemment. Et dans ce but, il se rend plusieurs fois au Maroc, où il est étroitement surveillé par la police locale. Et enfin, grâce à la collaboration d'un journaliste marocain, il parvient à localiser l'emplacement du PF3 à Rabat. Et échappant à la filature de ses anges gardiens, il arrive à filmer ce qui reste de la prison, un terrain sain de hauts murs. Les bâtiments ont été détruits ? Ils vont l'être, car la diffusion du reportage sur France 3 provoque une vraie panique au Maroc, mais aussi au palais de justice à Paris. En tout cas, la topographie des lieux correspond exactement à ce qu'ont révélé les frères Bourekat. Oui, mais la vraie preuve ne pourrait être apportée que si une fouille du terrain avait lieu. Vous avez raison. Toutefois, il ne faut pas rêver. Les autorités marocaines ne le permettront jamais. D'ailleurs, elles nient jusqu'à l'existence même de cette prison clandestine. Et il en a coûté fort cher au journaliste qui a aidé le reporter de France 3. Mais Tual, qui est un obstiné, pousse ses investigations plus loin. L'un des mystères de l'affaire, je vous l'ai déjà dit, c'est l'identité du mystérieux Chtouki. Ouais. Et aussi le rôle qu'il a joué dans la composition du piège tendu à Ben Barka. Et il parvient à découvrir qu'il s'agit en réalité d'un nommé Miloud Tounsi, qui a depuis fait carrière dans l'administration préfectorale. En tout cas, lui a survécu. Et ils ne sont pas si nombreux que cela. Mais connaître la véritable identité de ce Chtouki, ça ne suffit pas. Bien sûr. Il faudrait pouvoir l'interroger, le faire parler. Et d'abord l'approcher. Et en faisant intervenir l'ancien ministre de l'Intérieur de Hassan II, Driss Basri, qui, disgracié, s'est fixé à Paris. Le journaliste pense arriver à ses fins. Ce pseudo-Chtouki serait prêt à témoigner, et même devant la justice française. Ça serait une avancée considérable. Et le journaliste apprend que Chtouki, Tounsi, a demandé un visa pour la France. Mais au dernier moment, son voyage est repoussé. Que s'est-il passé là ? Plusieurs explications sont possibles. Il a pu renoncer pour éviter de prendre des risques, à moins qu'il n'ait été empêché de partir par les autorités marocaines. Quoi qu'il en soit, Tual a définitivement perdu le contact. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il ait déjà envisagé de parler. Ah, détrompez-vous. Il est bien placé pour savoir que beaucoup de personnes qui en savaient un peu trop sur cette affaire l'ont payé de leur vie. Alors, en acceptant de sortir de l'ombre, il pouvait imaginer devenir intouchable. Un pari risqué. C'est possible. Alors maintenant, voyons les derniers épisodes judiciaires. Oui, avec la nomination à Élie de ce nouveau juge d'instruction. Un magistrat déterminé. Non pas que certains des juges qui l'ont précédé aient été passifs, mais il faut bien reconnaître qu'ils n'avaient guère avancé. Notamment à cause des manœuvres d'obstruction des autorités de Rabat, mais aussi de la frilosité de la justice française. Frilosité seulement ? C'est que je ne voulais pas être désobligeant. Alors, l'action du juge, en 2004, comme ses prédécesseurs, le juge Ramael demande la levée du secret défense sur les archives de l'affaire. Et après consultation de la commission chargée de cette question, la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, consent. Plusieurs dizaines de documents sont déclassifiés, mais leur consultation ne permet aucune avancée sur les points essentiels de la disparition de Ben Barka. C'est-à-dire où, comment et qui ? Oui. Le juge décide donc de se rendre à Rabat afin de rencontrer un certain nombre de témoins. Mais la justice marocaine refuse sa collaboration. En fait, le juge a connaissance des éléments découverts par le journaliste de France 3 ? Forcément, comme tout le monde, j'allais dire. Et pour sa part, il entend aller vite. Il délivre une nouvelle commission rogatoire afin que soient entendus plusieurs personnages clés de l'affaire, dont un général qui est devenu le chef de la gendarmerie royale, un corps plus puissant que l'armée au Maroc. Et quel aurait été le rôle de ce général ? Alors, capitaine, Hosni Ben Slimane appartenait au cabinet d'Oufkir et collaborait avec les services secrets. Donc, même s'il n'a pas participé directement au rapt de Ben Barka, il a été obligatoirement informé. Ouais. Et réponse de la justice marocaine alors ?
Une nouvelle fois, elle fait la sourde oreille. Elle prétend même être dans l'impossibilité de découvrir l'adresse de Ben Slimane. C'est-à-dire l'adresse du chef de la gendarmerie. Oui, bien sûr, tout ça n'est pas très sérieux. De la même façon, les autorités marocaines se déclarent incapables de situer le PF3. Il est donc impossible de commander des fouilles sur un site inconnu. Aussi, devant la mauvaise volonté marocaine, le juge Ramael décide-t-il de franchir un pas supplémentaire. C'est quoi? En octobre 2007, il lance 5 mandats d'arrêt internationaux contre Ben Slimane, bien entendu, mais aussi contre un autre général et celui qui se faisait appeler Chtouki. Ouais, ce Tounzi, là. Ça fait du bruit. Non seulement parce que ces 5 personnages ne pourront plus voyager en dehors du Maroc, mais parce que la décision du juge coïncide avec un voyage officiel de Nicolas Sarkozy au Maroc. Ah oui, et à l'Élysée, on apprécie guère. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. On y parle même de provocation. Autant vous dire qu'au ministère de la Justice, on ne va guère se presser de rendre effectifs les mandats d'arrêt internationaux. Et sans le dire ouvertement, on laisse entendre que la raison d'État impose la plus grande circonspection. Donc c'est à nouveau l'impasse. Oui et non, car le juge, apprenant que le dossier de l'affaire a été transféré au service historique de la Défense, obtient la déclassification de nouvelles pièces. Mais, déception, la lecture de ces documents ne fournit pas d'informations décisives et confirme seulement les accointances qui existaient entre les agents des services secrets français et marocains. Que peut alors faire le juge, là? Il ne se résigne pas. Il va en particulier, et c'est une première, procéder à une perquisition surprise au cœur même des services secrets. Au siège de la DGSE? Oui, malheureusement pour le juge, les dossiers qu'il fait saisir ont été préalablement vidés ou bien concernent des faits ou des personnes sans rapport avec l'affaire Ben Barka. D'où le soupçon que les autorités françaises, malgré ce qu'elles affirment, n'entendent pas participer sincèrement à la recherche de la vérité. J'ajoute que tout au long des dernières années, le juge d'instruction a dû suivre des pistes qui, toutes, se sont révélées fausses. Des manœuvres de diversion? Je n'irai pas jusque-là. Ce qui est quand même frappant, c'est que presque un demi-siècle après l'enlèvement et la mort de Ben Barka, on s'acharne des deux côtés de la Méditerranée à multiplier les obstructions. Il n'y a qu'une explication possible. Hassan II n'est plus là. Mais c'est son fils, Mohamed VI, qui est au pouvoir. Il est bien décidé à tout faire pour protéger la mémoire de son père. Car pour vous, il n'y a pas de doute, c'est Hassan II qui a personnellement commandité cette affaire. J'en suis persuadé. Et c'est ce qui apparaîtrait si les témoins marocains parlaient. J'ajoute un fait troublant. Selon le médecin personnel de Hassan II, le docteur Clairet, le roi se serait fait présenter la tête de Ben Barka. C'est horrible, ça. Et du côté français, alors pour... On ne veut pas envenimer nos rapports avec le Maroc. Et puis, il y a peut-être aussi l'expression d'un remords. Ouais, celui d'avoir donné un coup de main aux assassins. Pas seulement. Si Ben Barka est venu en France, mais c'était bien sûr pour concrétiser ce projet de film, mais aussi pour rencontrer le général de Gaulle. Et c'est pourquoi il a suivi si docilement ses ravisseurs qui devaient, pensait-il, l'amener jusqu'à son rendez-vous avec le général. Ça explique aussi la fureur du président français qui a estimé avoir été personnellement humilié par le roi du Maroc. 3 livres pour terminer. D'abord l'ouvrage signé par Jacques de Rogy et Frédéric Ploquin, « Ils ont tué Ben Barka », et aussi beaucoup plus récent et d'une grande précision, Hassan II, De Gaulle, Ben Barka, ce que je sais d'eux, le livre de l'avocat de la famille Ben Barka, Maurice Butin, aux éditions Cartal. Enfin, du journaliste Ignace Dalle, paru chez Fayard, une monumentale biographie, Hassan II entre tradition et absolutisme. Enfin, sur une autre affaire peu reluisante de la Ve République, Le Dormeur du Val, récit de Fabienne Boulin-Burja, la fille du ministre d'État Robert Boulin, sur le faux suicide de son père et l'enquête bâclée qui s'ensuivit.